It's Stranger Things Day! Bon, retour en 2016. Netflix, qui se cherche encore un peu, balance une série en ligne. Sur le coup, ils le savent pas encore, mais ils viennent de mettre une claque à toute une génération avec Stranger Things. Faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il n'y avait rien qui garantissait que ça allait marcher. Et pourtant, Netflix tente le coup. Donc voilà, avec la dernière saison qui est sortie le 31 décembre 2025, chez Prism Culture, on s'est dit qu'il fallait revenir là-dessus. Essayer de capter comment un script que tout le monde avait refusé est devenu le plus gros monstre de l'ère du streaming. Allez, pose-toi, installe-toi bien. Voici l'histoire de Stranger Things. Faut savoir que Netflix n'a pas toujours été ce géant culturel qui impose ses séries au monde entier. Au début des années 2010, la plateforme cherche encore sa voie. Elle diffuse des films, des séries achetées aux chaînes télé, mais elle n'a pas encore prouvé qu'elle peut créer. Le véritable point de départ de cette ambition, il arrive en février 2012. Netflix lance alors son tout premier Netflix Original, Lilyhammer. Un choix, disons, étonnant. Une coproduction norvégienne, entièrement sous-titrée, mise en ligne d'un seul bloc. À l'époque, personne ne sait si le public est prêt à ça. Steven Van Zandt, l'acteur principal, le dira plus tard. Il est difficile de croire que cela n'existait même pas. Nous étions fiers d'être les premiers. Toutefois, Lilyhammer ne fait pas de Netflix un géant, non. Mais elle prouve une chose essentielle. Le modèle est possible. Le vrai basculement arrive 1 an plus tard, en février 2013, avec House of Cards. Pour la première fois, la plateforme finance intégralement une série prestige. Casting de cinéma, réalisateur reconnu, Netflix montre qu'une série née sur Internet peut rivaliser avec HBO. Quelques mois plus tard, Orange is the New Black confirme la stratégie. Le binge-watching, c'est plus juste une curiosité, c'est devenu un modèle. C'est dans cette première vague que Netflix commence à chercher autre chose. Plus seulement de bonnes séries, mais un phénomène culturel. C'est là qu'entrent en scène 2 frères, presque inconnus à l'époque, les Duffer Brothers. Nés en 84 à Durham, Caroline du Nord. Ils grandissent loin d'Hollywood, dans une Amérique provinciale, faite de forêts et de routes désertes. Très tôt, ils filment tout. Dès l'école primaire, ils tournent des mini-films dans les bois avec une caméra i8 offerte par leurs parents. Leur imaginaire se construit autour d'un cinéma bien précis. Spielberg, Stephen King, Carpenter, Tim Burton. Des histoires d'enfants livrés à eux-mêmes où l'émerveillement côtoie la peur. Après des études de cinéma en Californie, un de leurs scénarios attire l'attention en 2011, Hidden, un film d'horreur qui déclenche une petite guerre d'enchères. Ça leur ouvre les portes de Monsieur Night Shyamalan qui les embauche sur sa série Wayward Pines. Pour eux, c'est une école. Mais c'est après la projection du film Prisoners de Denis Villeneuve que tout bascule. Ils se disent « Et si on faisait une version long format d'une histoire d'enfants kidnappés ?» Une recherche désespérée, de 8 heures. À cette idée, ils greffent une obsession plus ancienne, le projet Montauk, une théorie conspirationniste réelle évoquant des expériences militaires secrètes. Dans leur bible de pitch de 23 pages, ils résument leur intention en une phrase qui est devenue célèbre. Et si Steven Spielberg réalisait un roman inédit de Stephen King? Le concept est clair. Mais pour l'industrie, c'est un cauchemar. Des enfants, de l'horreur, un ton hybride. Résultat, 15 à 20 refus. Oui, 20 refus. Matt Duffer racontera « Il y a eu une semaine où on s'est dit « ça ne marchera pas, les gens ne comprennent pas ». Lorsque Netflix valide le projet en avril 2015, Stranger Things n'existe encore que sur le papier. Tout repose sur une étape cruciale, le casting. Les frères Duffer s'associent à la directrice de casting Carmen Cuba avec une directive quasi suicidaire pour l'époque. Trouver des enfants capables de porter une série entière sans être des stars. Il n'y a qu'une seule exception. Une seule star pour rassurer les producteurs. Winona Ryder. Le choix est stratégique. Icône des années 80, elle est le pont vivant entre la nostalgie et la crédibilité dramatique. Elle doit incarner la peur d'une mère sans jamais tomber dans la caricature. À ses côtés, David Harbour. À l'époque, c'est un second rôle, abonné aux personnages de policiers ou d'agents. Les Duffer voient en lui l'anti-héros parfait, brisé, fatigué, imparfait. Pour les enfants, c'est un marathon. Des centaines de candidats sont auditionnés. L'astuce,
on leur fait jouer des scènes du film Stand By Me. L'objectif était de tester leur alchimie naturelle. Et quand ils trouvent Finn, Millie, Gaten, Caleb et Noah, ils ne correspondent pas aux archétypes écrits. Alors, les Duffers font l'inverse d'Hollywood. Ils réécrivent les personnages pour les acteurs. C'est un luxe rare. Le 15 juillet 2016, la série est lancée. 8 épisodes, disponibles d'un coup. La stratégie marketing ? Le silence. Pas d'embargo presse levé à l'avance, juste un teaser minimaliste, presque opaque. En réalité, Netflix ne cherche pas à vendre la série, elle veut piquer la curiosité. Et dès les premières minutes, l'identité visuelle frappe. Ce n'est pas un simple vernis nostalgique, c'est l'ADN même du projet. Les frères Duffer décrivent la série comme une lettre d'amour au VHS du vidéoclub de leur enfance. Grain 35 mm, éclairage néon, couleurs saturées. Mais l'âme de la série, ce qui lui donne sa véritable texture, c'est sa musique, confiée au groupe Survive. Kyle Dixon et Michael Stein composent près de 14 heures de musique. Leur thème minimaliste devient instantanément culte, rejoignant les bandes originales de légendes comme John Carpenter ou Vangelis. Avec un budget marketing limité, Netflix doit être malin. Il lance alors des opérations de guérilla digitale. Par exemple, Twitch Plays Haunted Basement, un live interactif de 4 heures où les spectateurs contrôlaient à distance des personnages enfermés dans une cave hantée. Ou encore, l'envoi de fausses VHS à des influenceurs contenant en réalité des codes de téléchargement. La nostalgie devient un objet physique. Et ça fonctionne. En seulement 16 jours, 8,2 millions de spectateurs aux États-Unis. Le taux de rétention, lui, dépasse les 80% dès le 2e épisode. C'est colossal. Sur Twitter et Reddit, le buzz est immédiat. Netflix comprend qu'ils tiennent là leur nouveau pilier. Cindy Holland, responsable des séries originales, résume parfaitement la situation. C'est notre nouveau House of Cards, mais pour tous les âges. Le succès est tel que, dès avril 2016, avant même la sortie de la saison 1, la saison 2 est commandée dans le plus grand secret. Le pari est gagné. Mais ce succès fulgurant pose une nouvelle question, beaucoup plus complexe. Comment faire durer un phénomène né par accident sans le transformer en produit jetable ? Dès sa première saison, Stranger Things adopte un rythme qui tranche radicalement avec les standards du streaming. Là où Netflix a l'habitude d'inonder ses abonnés avec des sorties annuelles, Stranger Things impose le silence. Puis le retour massif. L'attente est anormalement longue, 15 mois entre la saison 1 et 2, 21 mois pour la saison 3 et près de 3 ans pour la saison 4. Dès le départ, la série refuse d'être un flux continu. Elle se positionne comme un rendez-vous rare. Les frères Duffer l'assument. Ce n'est pas un soap opéra. Chaque saison est un film de 10 heures. Cette philosophie impose une production lourde, une écriture itérative, des tournages étalés sur 1 an et une post-production digne d'un blockbuster Marvel. Mais l'attente s'explique aussi par une réalité biologique que personne ne peut arrêter, la puberté. Les enfants de 2016 ont aujourd'hui plus de 20 ans. Après la biologie, il y a le monde extérieur, la pandémie de Covid-19, puis les grèves de Hollywood en 2023. Ces événements ont transformé des pauses de quelques mois en absence de plusieurs années. Mais au lieu de subir ces retards, Netflix a transformé le vide en contenu. Plutôt que de disparaître, la série continue d'exister. Des teasers cryptiques, le Stranger Things Day chaque 6 novembre et des partenariats culturels massifs. Donjons et Dragons, les gaufres Ego, Domino's Pizza. Avec Stranger Things, Netflix invente l'Event TV à l'ère du streaming. Au lieu d'un binge consommé et oublié en un week-end, la série maintient l'attention sur une décennie. Ainsi, la saison 4 devient l'un des plus grands lancements de l'histoire. Les serveurs de Netflix crachent sous la demande. Et malgré 3 ans d'attente pour la saison 5, la fidélité n'a jamais faibli. Enfin, cette temporalité crée un phénomène unique. Le public a grandi avec la série. Les ados de 2016 sont devenus des jeunes actifs. La série est passée d'un thriller d'enfants à une saga générationnelle épique. Les Duffer l'ont bien dit, les fans ont grandi avec nous. L'attente n'a pas tué la série, elle a renforcé le lien. C'est le basculement décisif. La série quitte le statut de simple contenu Netflix pour devenir un langage mondial. Mais alors, quel est son secret ?
elle a réussi à transformer la nostalgie en langage universel, même pour ceux qui n'étaient pas nés dans les années 80. Les objets de la série deviennent des totems, les vélos BMX, les talkie-walkie, les GoFrego. Mais l'accélérateur le plus puissant, c'est la musique. Aucune autre série moderne n'a eu un impact comparable sur l'industrie musicale. Prenez l'exemple de Kate Bush. Sa chanson « Running Up That Hill » sort en 1985. Elle est célèbre, certes, mais elle appartient au passé. En 2022, après la scène iconique de Max dans la saison 4, le titre devient numéro 1 mondial, 37 ans après sa sortie. Plus de 1,5 milliard de streams. C'est la première fois qu'elle atteint le sommet des charts en 44 ans de carrière. Même phénomène pour Metallica avec Master of Puppets. Grâce au personnage d'Eddie Monson, le groupe explose auprès de la Gen Z et entre au très fermé Billion Streams Club. Au-delà de la musique, la série a annexé une fête entière, Halloween. Depuis 2016, les costumes d'Eleven ou du Démorgorgon dominent les ventes. Ce n'est plus un déguisement, c'est un uniforme culturel. Et quand la fiction devient trop grande, elle déborde dans le monde réel via le merchandising. Plus d'1 milliard de dollars de ventes cumulées. Nike, Lego, H&M, Levi's, Burger King lance le Upside Down Whopper. Domino's crée des boîtes rétro. Même le gouvernement américain utilise la série pour ses campagnes. La particularité unique de Stranger Things, c'est son refus de tricher avec le temps. Pas de recasting, pas de redémarrage. Le spectateur a vu les corps changer, les voix muer et les visages mûrir, en temps réel. Prenez l'exemple de Millie Bobby Brown. Lors du premier tournage, elle avait 11 ans, le crâne rasé et une innocence totale. Aujourd'hui, à 22 ans, elle est une femme mariée, une entrepreneuse à la tête d'un empire cosmétique. Elle a vécu toute sa puberté sous l'objectif d'une caméra 4K. Même chose pour Finn Wolfhard. De l'enfant chétif de 12 ans, il est devenu une figure du cinéma, reprenant le flambeau de Ghostbusters. Mais grandir dans Stranger Things, ce n'est pas seulement jouer la comédie, c'est vivre une expérience sociologique terrifiante. Le regard permanent. Réseaux sociaux, Comic-Con, aéroports, ils sont passés de l'anonymat total à la gloire planétaire avant même d'avoir passé leur brevet des collèges. Millie le résumera avec une lucidité glaçante. Stranger Things a sauvé ma famille, mais grandir en étant observé, commenté, c'est intense. Cette pression a forgé un lien unique avec le public, mais elle a aussi créé une inévitable polarisation. Plus la série avançait, plus l'unanimité de la saison 1 se fissurait. Trop long? Trop sombre? Trop d'effets spéciaux? Les débats ont enflammé Internet à chaque sortie. Certains fans regrettaient la simplicité des débuts, d'autres adoraient le virage épique façon blockbuster. C'est le piège de la nostalgie. Quand on touche aux souvenirs d'enfance, les réactions sont toujours passionnelles. Pourtant, malgré les critiques, chaque retour a brisé Internet. La saison finale a rassemblé plus de 100 millions de vues en quelques semaines. Pourquoi? Parce que nous avions besoin de voir la fin de leur histoire. Ces acteurs ne sont plus de simples interprètes, ce sont des symboles générationnels. Finn Wolfhard incarne la Gen Z, Millie l'empowerment féminin. Ils portent sur leurs épaules le poids de 10 ans de nos propres vies. Car au fond, en les regardant grandir, c'est nous-mêmes que nous regardions vieillir dans le miroir. Avec le succès mondial vient inévitablement la rançon de la gloire. Les avocats. En avril 2018, un réalisateur nommé Charlie Kessler attaque les frères Duffer en justice. Son accusation est grave, le vol. Il affirme leur avoir pitché en 2014 un projet appelé The Montauk Project, contenant une base militaire, des expériences secrètes et un garçon disparu. Kessler réclame un tiers des revenus de la série. L'affaire va jusqu'aux portes du procès en 2019. Mais, coup de théâtre, juste avant l'ouverture, Kessler retire sa plainte. La raison? Les Duffer ont sorti des preuves, des emails et des documents datant de 2010 prouvant qu'ils avaient développé l'idée bien avant de rencontrer Kessler. L'idée du projet Montauk n'appartenait à personne. C'était une légende urbaine, un mythe libre de droit. Parfois, Netflix gère ses problèmes juridiques avec plus d'humour, comme avec le Stranger Things Bar de Chicago en 2017. Un bar éphémère non autorisé. Au lieu d'envoyer la police, l'avocat de Netflix envoie une lettre devenue légendaire. Sauf si je vis dans l'Upside Down, je ne crois pas que nous ayons passé un accord avec vous. Nous ne voulons pas faire notre Dr Brenner, mais ne prolongez pas l'ouverture. Une masterclass de relations publiques. Mais toutes les controverses ne sont pas aussi légères.
Juillet 2022, saison 4. Une polémique éclate autour du lieu de tournage de la prison russe, la prison de Lukišės en Lituanie. Le problème, ce lieu est historiquement lié à la Shoah et au massacre de Ponary. Des associations juives et roms s'indignent. Ce qui choque le plus, c'est la commercialisation. Airbnb proposait une cellule décorée façon Stranger Things à la location. Une pétition de 60 000 signatures entraîne la fermeture immédiate de l'annonce. Netflix ne commentera jamais. Une limite éthique avait été franchie. Malgré ces zones d'ombre, la reconnaissance institutionnelle de la série reste totale. On ne parle pas juste de succès public, on parle de 57 nominations aux Emmy Awards et 12 victoires. Mais la récompense la plus significative reste celle des SAG Awards en 2017, meilleur ensemble d'acteurs. Ce soir-là, l'industrie a validé le pari fou de Netflix. Ces enfants inconnus étaient devenus l'élite d'Hollywood. Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, ils n'étaient plus des outsiders, ils étaient la référence. Et maintenant, il ne restait plus qu'une chose à faire, finir l'histoire. La saison 5 ne représentait pas une simple conclusion narrative, c'était l'enjeu le plus important de l'histoire de Netflix. Clore Stranger Things, c'était tenter l'impossible, finir une franchise iconique, sans briser le mythe. Pour cet adieu, Netflix a changé les règles. Pas de binge brutal, mais une cérémonie en 3 temps. Thanksgiving, Noël et le 31 décembre. Ce découpage n'était pas un hasard. L'idée était de transformer la fin de la série en une messe collective mondiale. Certaines projections ont même eu lieu dans 500 cinémas américains. La série qui rêvait d'être un film a fini sur grand écran. Narrativement, les frères Duffer ont tenu leurs promesses. Pas de spin-off précipité, pas d'univers étendu artificiel, juste un retour à l'essentiel. Hawkins, l'amitié et la fin brutale de l'enfance. Conclure, c'est dire adieu. On a vu Eleven passer de 12 à 22 ans. On a vu Mike, Dustin, Lucas et Will devenir des hommes. Chaque scène finale portait un double poids, résoudre l'intrigue et ne pas trahir nos souvenirs. En 10 ans, Stranger Things est passé d'un script refusé par 20 chaînes à l'œuvre qui a défini l'âge d'or du streaming. Une série qui a prouvé qu'à l'ère des algorithmes froids, une histoire sincère pouvait encore rassembler la planète entière. Et voilà, c'était l'histoire de Stranger Things. Si ce voyage dans le temps vous a plu, abonnez-vous à Prisme Culture. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.